Imaginez, vous sortez d'une relation toxique, pensant enfin pouvoir tourner la page. Vous respirez à nouveau, vous reprenez votre vie en main. Mais votre ex, lui, refuse de lâcher prise. Et puis, un matin, votre cœur s'arrête. Une lettre glissée dans votre boîte aux lettres, sans nom, sans expéditeur, juste votre prénom écrit à la main. Vous l'ouvrez et vous lisez ça. Olivia, t'as cru que t'avais tourné la page, un signalement, une plainte, et pouf, je disparais. Netflix, c'était pas juste un abonnement, c'était nous. Et tu m'as effacé. Mais moi, je n'oublie pas. On ne résilie pas les souvenirs comme un contrat. Tu crois que t'es libre? Mais moi, je suis toujours là, quelque part. On va un petit peu vite en besogne étant donné que cette lettre, elle la reçoit à la fin de cette histoire. Mais revenons dans le passé et revenons là où tout a commencé. Olivia, franchement, elle en a marre. À ce moment-là, ça fait 2 semaines que c'est fini avec Kevin. Et elle pensait enfin pouvoir passer à autre chose. Sauf que Kevin, c'est une vraie sangsue. Mais genre, puissance 10. Déjà, quand ils étaient ensemble, c'était l'enfer pour la moindre dépense. Le mec, c'était littéralement un picsou. Un vrai gripsou. Je sais pas si vous voyez le genre, hein, c'est le genre de mec qui compte les centimes sur l'addition au resto et qui te fait une scène si t'as pris un coca en bouteille au lieu du verre à la fontaine. Parce que c'est soi-disant moins cher du coup. Une fois, ils étaient allés au ciné et il avait carrément ramené ses propres popcorn dans un Tupperware pour pas avoir à les acheter sur place. Comment vous dire que Olivia, elle était morte de honte. Et le pire, c'était les abonnements. Lui, il était à l'affût de tous les bons plans. Les périodes d'essai gratuites, les trucs à partager entre 10 personnes pour que ça coûte 3 centimes à chacun. Du coup, quand ils se sont mis ensemble, il avait insisté pour qu'ils partagent un compte Netflix. Olivia, elle s'en foutait un petit peu, elle regardait pas des masses la télé, mais bon, pour lui faire plaisir, allez, pourquoi pas. Et c'était une grave erreur. Maintenant qu'ils sont plus ensemble, Kevin lui fait une crise parce qu'elle a annulé l'abonnement. Genre comme si c'était la fin du monde. Olivia, elle souffle un bon coup, elle ouvre son appli de messagerie et là, c'est le festival. Des messages de Kevin, il y en a partout. Ça commence gentiment, enfin, façon de parler, hein. Olivia, s'il te plaît, remets l'abonnement Netflix, c'est important pour moi. Bon, déjà s'il te plaît, elle y croit moyen. Kevin, c'est pas le genre à demander poliment. Et puis, important pour lui, genre sa vie en dépend. Olivia lève les yeux au ciel, puis les messages suivants sont moins courtois. T'abuses, c'était mon Netflix. Allez, tu me dois ça. C'était la meilleure partie de notre relation. T'étais une grosse pute. Mais au moins, j'avais Netflix. Comment vous dire que Olivia commence à sentir la moutarde lui monter au nez. Elle se retient de lui répondre. Elle veut pas rentrer dans son jeu. Mais Kevin insiste. T'es sérieuse là? Tu vas me faire payer un abonnement plein pot. T'es vraiment une radine toi. Olivia, elle explose. Radine, elle, c'est l'hôpital qui se fout de la charité quand même. Elle repense à toutes les fois où Kevin faisait des économies de malade. Genre le mec, il coupait l'eau sous la douche pendant qu'il se savonnait. Pour la planète qu'il disait. Mais on sait très bien que c'était pour sa facture d'eau surtout. Ou encore quand il réutilisait les sachets de thé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun goût. Comme elle le dit, on aurait dit de l'eau croupie. Et si encore ne pas faire couler l'eau pendant qu'il se savonnait, c'était plutôt logique. Et même un peu de bon sens. Mais le pire du pire, c'est le summum de la radinerie. Attention, vous n'êtes pas prêts. Il se servait de journaux ou de prospectus pour s'essuyer les fesses. Des prospectus sous prétexte que le papier toilette, ça coûte trop cher. Olivia, elle en a encore des frissons de dégoût. Elle tape un message rageur. Écoute, Kevin, c'est fini entre nous. J'ai annulé l'abonnement et c'est tout, arrête de marceler comme ça. Et au passage, t'es le dernier à pouvoir me traiter de radine, vu que tu utilisais le catalogue de Walmart comme PQ. Elle envoie le message puis éteint son téléphone, espérant que ça le calme un peu. Eh bah pas du tout. Les messages continuent d'arriver encore plus nombreux, encore plus insultants. Olivia commence à vraiment avoir peur. Elle se sent traquée, harcelée. Elle sait pas jusqu'où il est capable d'aller. Elle est super tendue, elle a beau avoir éteint son téléphone, elle sait que ça va pas s'arrêter là. Kevin, c'est une vraie teigne. Il lâche jamais l'affaire. Elle rallume son portable avec une appréhension terrible. Et là, bingo, il y a des notifications de partout. Des messages encore et toujours, mais aussi des trucs bizarres. Des notifications d'Insta, de TokTok et même de Facebook, alors qu'elle n'utilise plus ce truc. Elle ouvre Insta et là, elle voit que Kevin a commencé à commenter toutes ses photos, même les plus anciennes, avec des trucs du genre « Ah ouais, tu rigoles bien alors que t'as volé mon Netflix » ou encore un message du genre « Tu te la joues meuf cool, mais t'es qu'une profiteuse ». Olivia, elle est furax, elle supprime les commentaires un par un, mais il revient à la charge à chaque fois comme un chien enragé. Pire,
il commence à taguer ses amis sur les commentaires pour les mettre au courant de l'horreur qu'elle a commise en annulant l'abonnement Netflix. Sur TokTok, c'est encore pire, il a carrément créé un compte bidon avec une photo d'elle. Une photo qu'elle avait postée il y a des lustres, où elle n'était pas à son avantage. Et il poste des vidéos avec des montages dégueulasses, des commentaires insultants et des hashtags du genre hashtag Olivia la voleuse de Netflix ou hashtag rendez mon Netflix. Enfin, vous voyez le genre. Olivia, elle est au bord des larmes, elle signale le compte à TokTok, mais ça prend du temps. Et en attendant, tout le monde voit ses vidéos humiliantes. Même sur Facebook, il s'y met. Il publie des statuts à moitié cryptiques, mais où tout le monde comprend qu'il parle d'elle. Des trucs du genre. Il y a des gens qui pensent pouvoir tout prendre sans conséquence, mais ils se trompent lourdement. Ou encore, la vengeance est un plat qui se mange froid. En lisant ça, Olivia, elle est terrifiée. Elle se sent traquée, humiliée, exposée aux yeux de tous. Elle a l'impression que tout le monde la regarde de travers, qu'on la juge. Elle a honte. Elle se sent complètement impuissante face à cette avalanche de harcèlement virtuel. Elle a beau bloquer Kevin, signaler les comptes et les publications, il trouve toujours un moyen de revenir à la charge. C'est comme une hydre à 1000 têtes, dès qu'on en coupe une, il en repousse deux. Olivia, elle est à bout, elle sait plus quoi faire. Elle commence à se demander si elle devrait pas carrément supprimer tous ses comptes sur les réseaux sociaux pour enfin avoir la paix. Mais même cette idée, elle lui paraît insurmontable. C'est comme si Kevin lui avait volé son identité numérique, sa vie sociale. Elle se sent piégée. Clairement, elle est claquée, elle a passé la nuit à fixer son téléphone, à supprimer les commentaires et les vidéos que Kevin poste sans arrêt. Elle a même essayé de contacter les plateformes, mais c'est un vrai parcours du combattant. C'est des formulaires à remplir, des délais d'attente interminables, bref, une vraie galère. Elle a l'impression d'être seule face à cette tornade de haine. Le lendemain matin, elle se décide enfin à sortir de chez elle. Elle doit aller en cours même si elle n'a pas du tout la tête à ça. Elle ouvre la porte de son immeuble et là, elle voit tout de suite que quelque chose cloche. Sa boîte aux lettres, elle est défoncée, littéralement. La porte est tordue et le verrou, il est complètement arraché. Il y a des bouts de métal qui sont éparpillés sur le sol. Olivia, elle a le souffle coupé. Son cœur bat à tout rompre. Elle sent une vague de panique l'envahir. Elle s'approche prudemment et regarde à l'intérieur. Rien n'a été volé. À première vue, c'est juste détruit. C'est comme si quelqu'un avait voulu lui envoyer un message. Un message clair et net. Je suis là, je te surveille. Olivia tremble de tout son corps. Elle comprend que ça va beaucoup plus loin que des simples messages sur internet. C'est devenu personnel. C'est devenu carrément physique. Elle remonte chez elle en courant, le cœur battant la chamade. Elle ferme la porte à double tour, vérifie les fenêtres. Elle a l'impression d'être en danger, même chez elle. Elle se sent vulnérable, exposée. Elle repense à Kevin, à son regard noir, à sa mâchoire serrée quand il était en colère. Elle se demande s'il est capable de faire pire. Et la réponse, elle la connaît déjà au fond d'elle. Ouais, il est capable de tout. Elle prend son téléphone et hésite. Elle devrait peut-être en parler à la police, non? En parler à quelqu'un du moins. Mais elle a peur. Peur de ne pas être prise au sérieux. Peur des représailles. En fait, peur de tout. Elle finit par envoyer un message à sa meilleure amie, Chloé. Je crois que Kevin est passé chez moi. Ma boîte aux lettres est défoncée, j'ai trop peur. Chloé répond presque aussitôt au message d'Olivia. Elle est super inquiète et lui propose de venir chez elle tout de suite. Olivia refuse, elle a pas envie de bouger de chez elle. Elle se sent plus en sécurité nulle part. Elle lui promet juste de la tenir au courant. Mais au fond, elle sait qu'elle est seule face à ça. Le lendemain, quand elle descend chercher son courrier avec une appréhension terrible, elle voit une enveloppe blanche glisser entre les débris de sa boîte aux lettres. Une simple enveloppe blanche, sans adresse d'expéditeur. Son cœur se met à battre à toute vitesse. Elle la prend avec des doigts tremblants et remonte chez elle en courant. Une fois enfermée chez elle, elle ouvre l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, une feuille de papier pliée en deux. Elle la déplie et lit le message, écrit à la main, avec une écriture nerveuse et irrégulière. T'as cru que t'allais t'en tirer comme ça? T'as volé mon Netflix et tu vas le payer. Olivia, elle a un haut le cœur. C'est bien l'écriture de Kevin. Elle reconnaît son style, ses lettres penchées et ses petits T barrés de travers. Elle relit le message plusieurs fois, essayant de comprendre ce qui se passe dans la tête de Kevin. Comment il peut en arriver là pour une histoire d'abonnement? C'est complètement surréaliste. Elle se sent de plus en plus menacée. C'est plus juste des mots sur internet, sur ses posts et ses stories Insta ou quoi. C'est une intrusion dans sa vie privée, dans son espace personnel. Les jours suivants, d'autres lettres arrivent. Pas tous les jours, mais de temps en temps, comme pour maintenir la pression. Les messages sont de plus en plus violents et de plus en plus personnels. Il y a des insultes, des menaces et des références à des choses qu'il ne devrait pas savoir s'il ne l'avait pas épié. Olivia, elle est terrifiée, elle a l'impression d'être constamment surveillée, épiée. Elle ne dort plus, elle sursaute au moindre bruit. Elle vit dans la peur constante.
Elle montre les lettres à Chloé qui est horrifiée. Son amie insiste pour qu'elle aille porter plainte à la police, mais Olivia hésite encore. Elle a peur des conséquences, peur de l'escalade que ça pourrait provoquer. En somme, elle a peur de Kevin. Les lettres, c'était déjà flippant, mais ce qui arrive ensuite, c'est encore pire. Un soir, alors qu'Olivia essaye tant bien que mal de s'endormir, son interphone sonne. Un coup bref et sec qui la fait sursauter. Elle regarde l'heure, il est 2h37 du matin. Son cœur se met à battre à tout rompre. Elle hésite à répondre, mais la sonnerie retentit à nouveau, encore plus insistante. Prudemment, elle se lève et regarde par l'œilleton. Elle ne voit personne, juste le hall d'entrée faiblement éclairé. Elle se dit que c'est peut-être une erreur, quelqu'un qui s'était trompé d'adresse. Elle retourne se coucher, mais elle n'arrive pas à se rendormir. Elle est trop tendue, à l'affût du moindre bruit. Et puis, ça recommence, des sonneries répétées, insistantes, comme si quelqu'un s'acharnait sur le bouton. Olivia est terrifiée. Elle se recroqueville sous sa couette, les larmes aux yeux. Elle n'ose pas bouger. Elle a peur d'ouvrir la porte. Elle a l'impression que Kevin est là, juste derrière, à l'attendre. Les sonneries continuent pendant de longues minutes, puis s'arrêtent enfin. Olivia reste immobile, le souffle court pendant un long moment. Elle n'ose pas bouger, elle a peur qu'il revienne. Finalement, elle finit par se rendormir d'un sommeil agité, hanté par des cauchemars. Les nuits suivantes, le même scénario se répète. Presque toutes les nuits, l'interphone sonne, parfois plusieurs fois dans la nuit. Parfois, il y a aussi des coups, frappés à sa porte, des chuchotements, des bruits de pas dans le couloir. Olivia vit dans un état de terreur constant. Elle n'ose plus sortir de chez elle, elle a peur de croiser Kevin. Elle a l'impression d'être piégée, enfermée dans son propre appartement, sous le joug de son harceleur. Elle n'en parle à personne, elle a honte, elle a l'impression que c'est de sa faute, qu'elle a provoqué tout ça en annulant l'abonnement Netflix. Elle se sent coupable, isolée, désespérée. Elle ne sait plus quoi faire pour que ça s'arrête. Comme si les lettres et les sonneries ne suffisaient pas, Kevin passe à la vitesse supérieure en propageant des rumeurs sur Olivia. Au début, ce sont des rumeurs, des regards insistants, des chuchotements qu'elle entend dans les couloirs de la fac. Elle sent que les gens la regardent différemment, avec un mélange de curiosité malsaine et de jugement. Puis les rumeurs deviennent plus concrètes. Des amis de ses amis lui rapportent des bribes de conversations qu'ils ont entendues. Des trucs du genre « T'as entendu l'histoire d'Olivia ? Apparemment, elle a ruiné un pauvre type en lui volant son Netflix. » Ou encore « Paraît qu'elle est complètement instable, elle harcèle son ex. » Franchement, avec tout ça, Olivia, elle est anéantie. Non seulement elle est harcelée par Kevin, mais en plus, elle passe pour la coupable aux yeux de tout le monde. Les rumeurs prennent des proportions hallucinantes. On raconte qu'elle a des problèmes psychologiques, qu'elle est violente, qu'elle a même menacé Kevin physiquement. Olivia est effarée par la rapidité avec laquelle les mensonges se propagent et se transforment. Elle a l'impression d'être prise dans un tourbillon infernal, incapable de se défendre. Elle essaye d'en parler à quelques amis, d'expliquer la vérité, mais certains la croient à peine. D'autres préfèrent ne pas s'en mêler. Elle se sent de plus en plus seule, isolée et incomprise. Elle a l'impression que le monde entier est contre elle. Un jour, alors qu'elle est à la bibliothèque, elle entend deux filles parler d'elle, à quelques tables de là. Ces filles-là ne la voient pas, mais elle entend parfaitement leur conversation. C'est dingue cette histoire. J'ai vu les vidéos que son ex a postées. C'est vraiment une folle cette meuf. Ouais, apparemment elle a même défoncé sa boîte aux lettres. C'est une vraie psychopathe. Olivia sent les larmes lui monter aux yeux. Elle se lève précipitamment et sort de la bibliothèque en courant, le cœur brisé. Elle en peut plus, elle est à bout, elle se sent salie, humiliée, rejetée. Elle a l'impression que sa vie est gâchée. Olivia se sent de plus en plus mal. Elle a peur de sortir de chez elle. Elle a peur d'aller en cours. Elle se sent traquée, observée en permanence. Un jour, alors qu'elle se rend à la bibliothèque pour essayer de réviser un peu, elle sent un regard pesant sur elle. Elle se retourne et aperçoit Kevin, appuyé contre un mur, les bras croisés. Son regard est noir, menaçant. Olivia accélère le pas, essayant de l'ignorer, mais Kevin se met à la suivre. Elle entre dans la bibliothèque et se dirige vers une salle d'études isolée, espérant le semer. Mais Kevin la rattrape et la bloque dans un coin, entre deux étagères. Elle se sent piégée, son cœur bat à tout rompre. Kevin se rapproche d'elle, son visage est crispé par la colère. « Alors la voleuse, tu crois que tu vas t'en tirer comme ça ?» Sa voix est basse, menaçante. Olivia tremble de tout son corps. Elle a peur de ce qu'il va faire. Soudain, Kevin lève la main et la frappe au visage. Olivia pousse un cri de douleur et de surprise. Elle sent une douleur vive à la joue. Elle est choquée, terrifiée. Elle n'arrive pas à croire qu'il l'ait frappée. Au même moment, un étudiant qui passait par là entend les cris d'Olivia et intervient. C'est un grand gaillard, membre de l'équipe de basket de la fac. Il voit Kevin en train de menacer Olivia et se précipite vers lui. « Hé, lâche-la tout de suite !»
Kevin, surpris par cette intervention, recule d'abord puis tente de se défendre. Mais l'étudiant est plus fort et le maîtrise facilement. Il le plaque contre une étagère et le maintient immobile en attendant que la sécurité arrive, puisqu'il a demandé à Olivia d'aller chercher quelqu'un. Une fois qu'Olivia revient avec quelqu'un de la sécurité, eh bien des gens ont vu la scène et ils se mettent à réconforter Olivia. Quant à Kevin, il est emmené par l'agent de sécurité et la police est même appelée. Suite à cet incident, Olivia porte plainte contre Kevin pour agression. Les preuves accumulées, les lettres, les témoignages, les enregistrements des sonneries et le témoignage de l'étudiant permettent de confirmer le harcèlement et l'agression. Kevin a été arrêté et placé en garde à vue. Après cet événement traumatisant, Olivia met du temps à se remettre. Elle est même suivie par un psychologue pour l'aider à surmonter le choc et les conséquences du harcèlement. Mais elle sait qu'elle a fait le bon choix en portant plainte. Un mois après l'événement de la bibliothèque, elle se rend à sa nouvelle boîte aux lettres qui est toute réparée et elle y voit glisser dedans une lettre sans nom, sans expéditeur, juste son prénom, écrit à la main. Elle l'ouvre et elle peut lire ceci. Olivia, t'as cru que t'avais tourné la page. Un signalement, une plainte, et pouf, je disparais. Netflix, c'était pas juste un abonnement. C'était nous, tu m'as effacé. Mais moi, je n'oublie pas. On ne résilie pas les souvenirs comme un contrat. Tu crois que t'es libre, mais moi, je suis toujours là, quelque part. Eh bien, après cet événement, Olivia a décidé de partager ça sur Internet. Et elle a également pris cette lettre et l'a communiquée à sa fac. Et j'ai pas plus de détails à la fin, j'ai pas de détails si le gars a été renvoyé de la fac ou quoi. Vu qu'elle le donne à la fac, soit c'est pour dire bah attention si le gars il vient là, ou est-ce qu'il est encore à la fac. À mon avis, je pense qu'il s'est pas encore fait virer. Je pense qu'à mon avis, il a pas eu de... Je pense que pour l'instant, à l'heure actuelle, le gars est encore dehors. Donc, c'est pas dit dans le thread, mais je pense que voilà. Il est dehors, mais qu'à mon avis, ils attendent qu'il fasse encore plus de conneries. Premier thread vraiment très très cool, j'ai bien kiffé. Enfin, quand je dis j'ai bien kiffé, hein, je suis pas un psychopathe et ouais, putain, trop bien. Mais bon, c'est mon but, moi je dois vous raconter des threads d'horreur sur YouTube, donc forcément il faut que je trouve des trucs. Hein. Si c'est pipi caca, haha, l'intro c'est n'importe quoi, on passe au prochain thread. Alors avant de commencer ce second thread, eh bien, je vous fais une petite intro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Delcor et aujourd'hui je vais vous raconter 5 ou 6 threads d'horreur. On verra, ça durera en fonction de la vidéo, on essaye de faire des vidéos d'environ 40 minutes à peu près. Et ça se passe le mardi et le vendredi à 19h sur la chaîne. Mais si tu veux pas te prendre la tête, tu t'abonnes et puis c'est tout. Alors juste avant que je commence le second thread, je vous dis un petit truc, c'est qu'en ce moment il y a pas mal de threads Tinder. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai l'impression que vous aimez bien. Vous m'avez dit oui, regarde, tu peux en faire 99, moi ça me dérange pas. Voilà, donc je me suis dit, ça marche, ça m'arrange bien. Et surtout, comment je procède ? Bah, c'est que des fois, vous me dites, ouais, je veux des threads forêt ou des threads machin. Moi, je cherche en fonction de ça, hein, forcément. Et Tinder, je peux vous dire que j'en ai trouvé, j'en ai à l'appel. Vraiment, j'en ai, c'est vraiment, il n'y a que des dingueries. Donc j'en ai beaucoup, donc forcément, j'essaye de les disséminer un petit peu partout, quoi. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de threads Tinder, machin, mais j'essaye de pas mettre que ça. Tu vois, là, cette semaine, je pense que vous n'en aurez pas. Mais dites-le moi, hein, si vous en voulez. Là, je tourne, c'est aujourd'hui, bah, le thème, c'est un peu Netflix, tu vois, la première. Mais si jamais ça vous dit, pour vendredi, bah, ce sera peut-être Netflix, quoi. Pardon, je voulais dire Tinder, en fait. Mais là, en tout cas, il n'y a pas de Tinder, mais vous inquiétez pas que c'est quand même effrayant. Parce que là, je vais parler de quoi ? En fait, je vais parler d'un médecin français qui partage des anecdotes. Alors, vous allez voir, au début, il y en a 3 qui sont, ma foi, c'est des petites anecdotes. Et ensuite, on passera sur du énervé de chez Énervé. Ça a été posté il n'y a pas longtemps. Alors, vous allez voir, c'est trop bien. Passons. Du coup, bah, je sais pas comment il s'appelait, du coup je l'ai appelé Nicolas et il savait pas trop où poster son énorme pavé. Il a pris un petit compte jetable. Oui, c'est sur Reddit, il avait pas envie qu'on le relie à son compte principal. Mais quand même, il avait envie de partager tout ça. Je vous l'ai dit, le gars, donc je l'appelle Nicolas, il est médecin en hôpital en France. Il dira pas lequel, hein, question de confidentialité, et puis honnêtement, il tient à garder son job. Et clairement, ce qu'il voit au quotidien, c'est pas un épisode de urgence. C'est souvent du grand n'importe quoi, genre vraiment. La plupart du temps, c'est même presque drôle. L'autre nuit, pendant une garde, un gars arrive aux urgences avec des matryoshkas dans le cul, littéralement. Ouais, les petites poupées russes là, hein, les trucs qui s'empilent. Clac, clac, clac. Le mec lui a dit qu'il s'était assis dessus, par accident. Classique. Et faut pas croire, comme il nous dit, ça arrive plus souvent que vous pouvez le penser. C'est ça les urgences, un mélange de comédie absurde et de moments où tu te demandes si t'es pas en train de rêver. Sur ce coup-là, Nicolas en rigole, enfin lui ça va, mais l'interne qui a dû aller les chercher, lui, il a pas rigolé du tout. Mais il y a aussi le côté lourd, violent,
genre les blessures par balle, les crânes ouverts, les gars qu'on ramasse à moitié explosés après des accidents ou des trucs très moches. Et ça, c'est sans parler du bordel administratif et du manque de moyens. Les patients qui poireautent des heures, les erreurs qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix. Mais bon, c'est pas ça qu'il veut raconter aujourd'hui. Il va pas nous faire un petit discours sur la situation à l'hôpital, sinon on va encore lui dire qu'il est un petit peu trop rouge ou qu'il milite. Et c'est pas le sujet. Là, ce qu'il veut balancer, c'est un autre versant de l'hosto. Un truc moins visible, moins rationnel également. Parce que parfois, quand la nuit tombe, quand les couloirs sont vides et que les néons grésillent, il se passe des trucs bizarres. Des trucs que Nicolas explique pas, ou du moins mal. Et il a pas le temps de jouer au détective, il est tout bibub, c'est pas Scooby-Doo. Comme il aime bien dire, je bosse dans un hôpital, pas dans une crêperie. Mais il va quand même tenter de nous raconter tout ça, de mettre des mots, parce que c'est arrivé, parce qu'il l'a vu. Parce qu'il n'est pas tout seul à avoir remarqué que parfois, dans cet hôpital, il y a des choses qui clochent. Alors ouais, prenez pas tout comme si c'était un rapport officiel. La plupart du temps, ça se passe la nuit dans des vieux bâtiments flippants, avec des horaires de tarés et le cerveau en vrac. Mais même en prenant tout ça en compte, parfois, ça va au-delà. Alors du coup, Nicolas il commence par une anecdote toute simple, tranquille au début. Ce jour-là, il est en pause, il essaye de pioncer un peu après une garde bien hardcore. Mais le sommeil veut pas venir. Du coup, il se dit bon, allez, je vais me prendre un soda, soit au distributeur, soit à la cafette, il sait plus trop. Pour ça, faut qu'il traverse un bout de l'étage qu'il kiffe moyen. C'est le service de soins longue durée. En gros, c'est là où ils mettent les gens souvent incurables ou les vieux en fin de vie. Il appelle ça le mouroir. C'est pas super sympa, mais ça résume bien l'ambiance qu'il dit. Nicolas, il marche dans ce couloir, tout sombre et super calme. Les néons sont en mode fonctionne une fois sur deux, donc c'est plutôt glauque. Et en passant devant une chambre, il capte des bruits étouffés. En s'arrêtant, il réalise que c'est un gars qui gémit, genre il a mal. Il se dit que bon, ça va, une infirmière va sûrement venir s'en occuper. Alors il fait pas plus gaffe et il file chercher son soda. 20 minutes plus tard, il revient par le même couloir et là, bim, les gémissements sont toujours là, à fond. Il se souvient que c'est la chambre 238. Il se dit que c'est bizarre, personne n'est passé depuis. Du coup, il décide de checker lui-même. Il ouvre la porte et là, surprise, la chambre est vide, y a personne. Les gémissements, non, y a plus rien. Là, Nicolas se dit qu'il doit être vraiment crevé s'il commence à entendre des trucs qui n'existent pas. Il oublie l'histoire jusqu'à quelques semaines après, quand il cause avec un collègue. Le collègue lui raconte qu'il a vécu un truc similaire dans le même service. En y réfléchissant, Nicolas se fait une raison. Le bâtiment est vieux, mal entretenu, les canalisations font des bruits chelous, et quand t'es crevé et que t'entends des sons qui ressemblent vaguement à des gémissements, ton cerveau peut te jouer des tours. Ça fait flipper, mais il y a sûrement une explication rationnelle à tout ça. Dans tous les cas, Nicolas, il a 2 ou 3 autres histoires cheloues dans le miroir. Mais ça, il en parlera plus tard. Là, il veut nous raconter un truc qui concerne un problème avec des intervenants. Pendant un remplacement en pédiatrie, ils ont engagé un clown pour distraire les gamins. C'est pas super original et perso, Nicolas, il peut pas les blairer. Mais bon, ça fait rire les petits, donc ça va. Sauf que celui-là, il était vraiment pas drôle. Il se faisait appeler Fantasmabuleux, mais il ressemblait plus à un taré de film d'horreur qu'à un artiste de cirque. La perruque à moitié cramée, le costume tout délavé et rafistolé, la barbe en bataille, un maquillage qui cachait des grosses cernes, et surtout, des yeux jaunes, genre alcoolique à fond. Dans son show, il disait souvent qu'il avait besoin de sa potion magique, avant de boire dans une petite fiole dégueulasse qui sentait le whisky bas de gamme. Le pire, c'est que eux, ils sont trop timides pour le virer direct. Alors, ils le laissent faire son numéro devant les enfants qui, étonnamment, semblaient kiffer. Mais le mec avait des comportements super bizarres. Il demandait le nom de la famille et l'adresse de la collègue, essayant de mater ses papiers sous prétexte que c'était un gag. Et il y a même 1 ou 2 mains aux fesses qui sont parties. Encore justifié par un « c'est pour rigoler ». Le plus flippant, c'est que ce harcèlement se passait devant des gamins morts de rire qui pigent rien au malaise total de la situation. À un moment, ils ont pété un câble, coupé le spectacle et viré le mec. Un peu plus tard, il apprend que Fantasmabuleux, c'était en fait un violeur en série qui s'introduisait chez les femmes pendant qu'elles dormaient. Depuis ce jour-là, ils n'ont plus jamais embauché de clown. La dernière histoire, puisqu'en fait il avait partagé 3 histoires et ensuite 3 autres histoires, vous allez voir, mais en tout cas c'est la 3e histoire de la première, du premier thread qu'il avait fait, et ben elle est pas du tout joyeuse, c'est même plutôt glauque. Et cette fois-ci c'est pas du tout surnaturel. Même si plusieurs collègues ils sont persuadés que les gémissements dans le mouroir c'est à cause d'un fantôme, parce que même les médecins ils ont leur petite superstition. Donc voilà, Nicolas il est en train de boire un café tranquille à l'accueil avec Rachel la réceptionniste, ils discutent un peu, ouais.
il a l'air de glandouiller, c'est vrai que comme ça, on dirait qu'il est souvent en pause. Mais il bosse aussi, faut pas croire. Soudain, un infirmier qui vient de finir son service débarque tout paniqué. Il dit à Nicolas qu'une femme est dans le parc avec son bébé qui crache du sang et qu'elle attend qu'on vienne s'en occuper. Nicolas direct, il lui demande de l'accompagner. On sait jamais, vaut mieux être deux au cas où ça dérape. Et il demande à Rachel de prévenir les collègues pour qu'ils prennent le relais sur l'enfant. Ils vont voir la femme, elle berce son bébé, lui chante une berceuse et le bébé est tout emmitouflé dans des vêtements. On le voit pas trop, normal, vu que à ce moment-là, c'est l'hiver. Nicolas essaye de parler à la mère pour qu'elle le laisse examiner le gosse, mais elle refuse net. Elle commence à s'énerver, hurle, crie, devient même violente. Elle donne des coups de pied et essaye de mordre Nicolas et l'autre infirmier dès qu'ils s'approchent. Ils sont un peu bloqués, ils pourraient sûrement la maîtriser, mais risqueraient de faire mal au bébé. Et bizarrement, le bébé est super calme, surtout pour un nourrisson censé cracher du sang. Alors, ils essayent de calmer la mère, de la rassurer, mais ça marche pas. Après une dizaine de minutes, les renforts arrivent enfin et ils réussissent à prendre le bébé, mais pas sans galère. Et là, surprise, le bébé est mort depuis environ 15 heures, vu son état de décomposition et la rigidité du corps. Plus tard, ils apprennent que la maman avait pas réussi à accepter la mort de son enfant et le traitait comme s'il était encore vivant. Elle le promenait, l'habillait, tout ça. L'infirmier, lui, il s'en est jamais remis, surtout après avoir vu le bébé cracher du sang. Il jurait que le gosse bougeait quand il l'a vu la première fois. On lui a expliqué que c'était sûrement un effet d'optique avec un spasme musculaire, mais il voulait rien entendre. Résultat, il a démissionné peu de temps après. Voilà, ça comme je vous l'ai dit, c'était pour les 3 petites anecdotes, voilà, qui sont dans la partie 1 de son post. Et ensuite, il avait fait un deuxième post parce que je m'étais dit, waouh, il est bien. Enfin, c'est Arzil qui les avait trouvés. On s'est dit, oh, ils sont bien les histoires, on va aller voir si on en a posté d'autres. Et effectivement, il en a posté d'autres. Celles-ci sont plus récentes et surtout, je vous le dis, à partir de là, on va monter en intensité, voire même, c'est gore. Comme il le dit, les anecdotes de Nicolas ont bien plu et ça lui a fait grave plaisir. Ça l'a même motivé à en raconter d'autres et il vous invite à lui raconter les vôtres aussi. Si jamais vous voulez les partager, peut-être qu'il regardera ça vu que c'est en France. Donc là, pour le coup, il pourra peut-être regarder la vidéo. Bref, il a 1 milliard d'autres histoires, il vous jure que les hôpitaux, c'est parfois une vraie faille dimensionnelle vers le royaume des fous. Allez, il arrête de blablater, et moi également, et du coup, on attaque. Cette anecdote, elle date de son internat, pas les dortoirs, il parle bien de sa période d'interne. Vous avez sûrement entendu parler des bizutages en fac de médecine, ces bizutages super violents. Il y a eu plein de scandales là-dessus, et ça revient souvent dans l'actu. Lui, de son côté, il a jamais rejoint d'assos ou des machins comme ça. Il avait déjà ses potes et trouvait ça ultra con, ces épreuves. Par contre, un pote à lui qu'on appellera Jean-Jacques a décidé de rentrer dans une asso qui pratiquait le bizutage. Nicolas, il était assez inquiet, surtout que Gigi, c'était un gars plutôt timide. Jamais eu beaucoup d'amis, donc hyper influençable. À l'époque, il a rien dit parce qu'il était content que Gigi surmonte sa phobie sociale. Mais il regrette maintenant, parce que le pauvre en a vraiment bavé. Après, vous faites comme vous voulez, il peut pas prouver ce qu'il raconte, mais bon. La présidence de la fac a étouffé l'affaire pour éviter le scandale. À vous de vous faire un avis là-dessus. En gros, Gigi lui a raconté complètement traumatisé son bizutage. Le rituel commençait par une grosse soirée avec du speed drinking à gogo. En 1 heure, chaque aspirant devait s'enfiler une bouteille de vodka. Bon, jusque-là, c'est débile, mais pas traumatisant. Quoique, Nicolas trouve toujours ironique que de futurs médecins pensent pas une seconde au coma éthylique. Bref, une fois les candidats bien torchés, la deuxième épreuve était encore plus dégueulasse. Tous les mecs devaient prendre une dose de Viagra. Oui, juste après avoir bu comme des trous. Génie, vraiment. Et les filles devaient faire des danses sexy presque nues pour eux. Et les messieurs ne devaient pas craquer, alors qu'ils venaient de prendre des substances pour justement, vous voyez le genre. Après ça, les mentors les emmenaient pour la dernière épreuve dans un appart Crous bien glauque. Comme tous les apparts Crous, vous me direz. Ça c'est lui qui le met, mais moi j'avoue, je prends son texte. J'en sais rien, je suis jamais là-dedans, donc je peux pas vous dire. Vous me direz en commentaire. L'appart, il avait été vidé et les candidats enfermés à l'intérieur. Pour chacun, une gamelle de chien posée au sol. Dedans, une espèce de bouillie de viande dégueulasse que les pauvres devaient avaler en entier. En repensant à ça, Gigi se rappelle que ce plat avait des trucs bizarres dedans. Il avait déjà vu ça quelque part, mais à ce moment-là, il avait zappé toutes les alertes de son cerveau. Vous imaginez bien qu'avec leur état, ils n'ont pas réfléchi longtemps avant de tout engloutir. Une fois terminé, les parrains leur ont balancé la vérité, morts de rire.
La bouillie était faite de déchets organiques humains volés dans les poubelles du service d'anatomopathologie, récupérés par l'assaut pour faire manger ça aux nouveaux. Voilà, c'est dégueulasse. Gigi choqué s'est plaint au doyen qui a juste dissous l'association et dispersé les membres dans d'autres facs. Il voulait surtout éviter que ça fuite, vous imaginez bien pourquoi. Après ça, Gigi a quitté la médecine, mais rassurez-vous, aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Et quand je dis Gigi, c'est pour Jean-Jacques, c'est pas Gigi Jiraya, au cas où. Là, cette anecdote, je vous le dis, elle est juste inhumaine. Attention, c'est genre vraiment trigger warning, si vous aimez les animaux et que vous êtes sensible, passez au prochain thread. Et franchement, c'est pas pour faire clickbait, oh vous allez voir, attention, c'est gore, je suis content, restez, ça va faire du watch time. Non, vraiment, si vous aimez les animaux, que vous aimez pas qu'il leur arrive du mal, passez au prochain thread, il y a des timecodes sur les vidéos. Pour continuer sur le thème du bizutage, il y en a tellement de choses à dire à ce sujet, Nicolas a décidé de raconter une histoire qu'une amie lui a rapportée, directement venue d'Allemagne. À l'époque, cette amie était interne en chirurgie, un univers un peu à part. Les internes sont peu nombreux et les associations étudiantes dans ce domaine sont beaucoup plus opaques que les autres. C'est presque comme des sociétés secrètes en fait. Son amie, qu'on appellera Rosette, voulait bien sûr s'intégrer et a donc candidaté pour faire partie de la fraternité. Les épreuves pour y entrer commencent de manière assez bon enfant. Une chasse au trésor nocturne. Les aspirants doivent s'introduire dans la faculté de nuit pour y trouver divers objets cachés, indiqués par diverses énigmes. Tout cela avec la complaisance bienveillante de la fac habituée à ce genre de rite initiatique. Rosette a trouvé un scalpel, des gants, une blouse, tout l'attirail opératoire du bon petit praticien. Jusque là, c'est plutôt thématique, vous me direz. Les parrains avaient bien précisé que les initiés devaient garder précieusement ces objets pour les prochaines épreuves, ce que Rosette a fait. La deuxième épreuve était un cran au-dessus. Passer la nuit du samedi enfermé dans une morgue avec tous les autres candidats. Et beaucoup d'alcool évidemment. Apparemment, c'était ce qu'elle a trouvé le plus drôle, ce qui ne surprend pas trop Nicolas. Après tout, les légistes ont tendance à faire la fête entourés de morts. Alors, pourquoi pas les internes? Même lui, il lui est arrivé de boire quelques verres dans une morgue avec une copine, pour être tranquille, à l'abri des bruits du couloir. Ils sont entrés dans la morgue vers 17h, puis ont commencé leur soirée post-mortem. Petit jeu de mots. Ce nom, il fait beaucoup rire Nicolas. Pourtant, son ami lui a avoué que c'était une expérience assez perturbante sur le moment. Tout le monde était émotionnellement secoué. Les organisateurs avaient eu la bonne idée de sortir tous les corps des sacs mortuaires, de les déposer sur les tables en leur ouvrant bien les yeux et en tournant les têtes vers les candidats. Nicolas se rappelle avoir lu une étude bidon disant que les psychopathes sont surreprésentés chez les chirurgiens. Et il commence à se demander si cette étude, elle est pas si loin de la réalité. Vers 9h, les parrains sont venus chercher les candidats encore en train de cuver de la veille. Les pauvres, encore dans un état second, ont été levés manu militari et emmenés vers les blocs opératoires. Ils n'ont pas vraiment compris ce qui se passait, mais ils n'avaient ni le courage ni l'envie de poser des questions. Rosette était même plutôt curieuse de ce qui allait suivre, malgré sa gueule de bois. Mais elle n'était pas au bout de ses peines. Tout s'est accéléré à ce moment-là. Les parrains ont sorti de petits flacons d'une substance que je ne peux pas vous dire. Alors je vais vous dire des mots et il faudra juste prendre la première lettre. Léviator, Salamèche et Dracofeu. Et ils en ont fait prendre à tous les aspirants. Rosette n'était pas du tout partante, mais son état combiné à l'effet de groupe, à la soirée angoissante et à l'air autoritaire des organisateurs l'a poussée à ne rien dire. Elle a donc pris sa dose comme tout le monde. Pas assez pour planer, juste ce qu'il faut pour désinhiber et rendre docile. Ensuite, les parrains ont amené des cages contenant des animaux sauvages endormis. Renards, chats errants, chiens, ratons laveurs. Une petite batterie d'animaux qui ne manquerait à personne et dont la disparition ne ferait pas de vague. Ils les ont posés sur les tables d'opération et ont ordonné aux aspirants de commencer la chirurgie. Là, le trigger warning devient vraiment énervé. La dernière épreuve consistait à coudre plusieurs animaux entre eux, par n'importe quel moyen. Membres amputés, peau, tout ce qui leur venait à l'esprit. Le but était que le résultat survive au moins 2 minutes si possible. Les parrains étaient hilares et engueulaient ceux, heureusement en minorité, qui refusaient. Ils ont fini par tous s'exécuter, même Rosette, pourtant amoureuse des animaux. Elle n'avait plus les idées claires et les parrains étaient violents avec ceux qui voulaient partir. La peur, la fatigue et la substance, tout ça l'a forcée à faire un truc qui la hante
encore aujourd'hui. Ce fut une boucherie sans nom. Les internes complètement défoncés taillaient dans la chair de ces pauvres bêtes, recousant n'importe comment. Rosette se souvient encore du sang qui coulait partout, des cris de douleur et de panique de ses victimes, à moitié endormies. Tout ça pendant que les organisateurs prenaient des photos en masse pour se couvrir si quelqu'un venait à dénoncer. Pas de Jean-Jacques cette fois-ci. Son ami a fini par s'effondrer en larmes dans un coin, en position fétale, ne pouvant réagir autrement que par des hurlements muets par intermittence. L'horreur a pris fin, laissant derrière elle des tas de cadavres d'animaux charcutés et reliés par des opérations bancales sous les applaudissements des confirmés. Peu de temps après, Rosette a déménagé en France, chez sa mère, pour finir ses études dans la capitale. Il lui a fallu beaucoup de temps pour digérer tout ça, et même aujourd'hui, elle en souffre encore. C'est sur cette note pleine de joie et d'espoir dans le genre humain que Nicolas nous laisse. Il nous rajoute qu'en tout cas, ne faites clairement pas de bizutage. C'est con, inutile et ça part souvent en couille. Prenez des petits verres tranquillement, mais allez danser, ça vaudra mieux pour tout le monde. Comment vous dire que cette dernière, là je vous l'ai dit, un trigger warning, si vous m'avez dit, oui, je vous l'ai dit, clairement je vous ai prévenu, moi ça m'a fait penser à une chose, alors si vraiment vous connaissez, c'est une dinguerie, ça s'appelle The Human Centipede. C'est bizarre, c'était aussi un allemand le mec. Un moment, avec Arzil, on regardait beaucoup de films d'horreur, on les a tous regardés, à un moment on tombe sur ça, on se dit vas-y, vraiment je vous le dis, tu tiens pas 5 minutes. Moi je vous dis, comment vous dire, pour résumer, attention, t'as un mec, il imbrique des gens entre eux si possible. Je sais pas comment dire, mais en gros, oh, c'est hardcore, c'est une hardcore, je crois qu'on a regardé 5-10 minutes, pas plus, parce qu'au bout d'un moment, il y a quoi à voir. Je veux dire, j'ai ceux qui ont tout regardé, mais je sais pas comment vous avez fait, parce qu'après, il y a plus que le 1, Human Centipede 1, il y a le 2, il y a le 3. Une horreur, vraiment, c'est un film d'horreur, mais c'est pas juste un saut ou un truc comme ça, ou Amityville, non, je comprends pas, vraiment, c'est trop. Et là, j'ai l'impression que les mecs ont voulu faire ça, quoi, vraiment, c'est une dinguerie. Les anecdotes, elles étaient pas faciles, surtout les dernières. En tout cas, on peut remercier Nicolas. Enfin, en tout cas, c'est pas un abonné, j'en sais rien, peut-être qu'il est abonné, mais en tout cas, il a partagé ça sur Reddit France. Donc voilà. Mais peut-être qu'il verra cette vidéo, donc on sait jamais. N'hésitez pas à le remercier dans les commentaires. On passe au prochain thread. Gordon et sa femme, ils ont acheté une maison dans le Kentucky après 3 ans passés en appartement. Une vraie victoire pour eux, surtout que cette maison cochait toutes les cases. Ils ont signé les papiers en janvier 2023, un vendredi 13 de tous les jours possibles. La vendeuse leur a assuré qu'elle n'avait que de la chance les vendredis 13, au point de leur raconter qu'elle et son mari s'étaient mariés un vendredi 13. Une première pour Gordon, mais bon, il n'était pas superstitieux, alors ils ont signé. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'ils y vivent et franchement, tout se passe bien. Sauf qu'en décembre 2023, il y a eu un changement bizarre dans la maison. C'était un vendredi soir, presque minuit, sa femme jouait à Fortnite pendant que leur bébé dormait sur le canapé à côté d'elle. Gordon, lui, venait juste de sortir de la douche et descendait les escaliers. Sa femme lui a dit qu'elle va se coucher et lui demande s'il peut porter le bébé jusqu'à la chambre pour le mettre dans le berceau. Il accepte, le prend doucement dans ses bras, l'installe bien dans son lit et embrasse sa femme pour lui souhaiter bonne nuit. Avant de la rejoindre, il décide de jouer un peu. Elle râle un peu mais lui dit quand même de ne pas traîner trop longtemps. Il promet, puis redescend. 1 heure après, elle dort profondément et lui commence à sentir la fatigue arriver. Il enlève son casque, ferme son jeu et s'apprête à aller se coucher. Maintenant, pour situer un peu la maison, la porte d'entrée mène soit aux escaliers, soit à gauche vers la salle à manger, soit à droite vers le salon. Juste au-dessus du salon, il y a la chambre principale. Gordon est assis sur le canapé, le dos tourné à la porte d'entrée. Quand il entend des pas, pas juste des petits craquements de la maison qui travaille, non, des vrais pas nets. Comme si quelqu'un marchait dans la chambre principale. Ça se déplace d'un bout à l'autre de la pièce. Il se fige, il écoute, ça continue. Ça marche et ça rampe aussi. Sa femme dort profondément, il en est sûr. Elle est pas en train de bouger. Alors, c'est quoi ce bordel? Il se décide enfin à monter voir. Il ouvre lentement la porte, mais il y a rien. Rien du tout. Pas un meuble déplacé, pas un signe qu'il y avait quelqu'un ici. Il referme la porte, encore plus paumé qu'avant. Il redescend, ferme la maison, éteint la télé et fait monter le chien avec lui. Le lendemain matin, il se lève, descend avec le bébé pendant que sa femme dort encore. Il prépare le café, le petit-déj et l'attend. 2 heures plus tard, elle se réveille enfin et s'installe. Là, il sent qu'il doit lui parler de ce qu'il a entendu. « Chérie, faut que je te dise un truc. » Elle l'a regardé, a souri et a dit « Ok, qu'est-ce qu'il y a ?» Il espérait vraiment ne pas trop l'effrayer. Mais il devait lui dire ce qui s'était passé. Ok, eh bien la nuit dernière, après que tu sois allé te coucher et que je jouais en bas, il était environ 1 heure du mat et j'ai entendu des pas très clairs aller d'une partie de la pièce à l'autre, comme si quelqu'un marchait lentement, presque en rampant dans la chambre.
Son sourire a disparu pour laisser place à un air sérieux. Il le savait, il lui a fait peur et maintenant, c'était trop tard. Tu te moques de moi, hein? Il a reculé un peu et l'a rassuré en lui expliquant qu'il était monté pour vérifier la chambre et qu'il avait rien trouvé. Alors il avait tout éteint et qu'il était allé se coucher avec elle. Eh ben super, on a un fantôme qui se promène dans la chambre la nuit pendant qu'on dort. Ce qu'a dit la femme, il a levé les yeux au ciel et il lui a répondu qu'il voulait attendre quelques jours pour voir si c'était pas un truc comme ça qui s'était produit une fois de temps en temps. On va voir si j'entends encore quelque chose cette semaine. Si c'est le cas, on passera à l'étape suivante et on fera peut-être appel à des enquêteurs du paranormal. Ce qui complique les choses, c'est que sa femme travaille la nuit en soins intensifs. Ça veut dire que les week-ends, il est seul avec le chien et le bébé. C'est le samedi soir et sa femme partait à 19h. Elle ne rentrerait que le lendemain matin vers 8h. Il avait donc toute la nuit pour voir si quelque chose se passait dans la chambre. Son bébé s'est couché vers 21h ce soir-là et lui il est resté debout à regarder un film. Il était environ 22h30, il était installé sur le canapé, le film tournait et aussi clairement que la dernière fois, il a entendu des pas. Des putains de pas, des craquements nets, d'un bout à l'autre de la pièce, comme si la personne qui marchait n'était pas pressée, comme si elle avait tout le temps du monde pour se déplacer. Mais c'est pas possible, c'est quoi ce délire? Gordon, il est resté assis à écouter. Et là, il a eu l'impression que quelqu'un était à l'étage errant comme un zombie. Les pas étaient lents, lourds, méthodiques. Il a décidé de faire un petit test. Il a attrapé un jouet du bébé et il l'a lancé contre le plafond. Il l'a regardé rebondir avant de retomber, puis s'est assis, retenant sa respiration. Est-ce qu'il avait effrayé l'esprit? Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus eu un seul bruit en haut. Plus de craquement, plus de bruit. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, c'est le 19 mai 2024, il est 22h25 et sa femme est au travail. Le bébé dort dans sa chambre, il est en train de jouer et il fait une pause pour aller chercher une petite canette. Mais sur le chemin du retour, il se fige net. Son cœur bat à toute vitesse. Et sans faute, il entend à nouveau ce bruit de pas juste au-dessus de lui. Cette fois, ça dure plus longtemps et les pas sont plus lourds. Il ne peut pas expliquer ce qui se passe, mais il est sûr qu'il y a quelque chose, un esprit qui erre dans cette chambre et qui aime se promener. Les bruits sont trop réels pour être de simples craquements de la maison. Leur maison est une construction en briques réfractaires à 2 étages bâtie dans les années 70. C'est pas du bois qui travaille ou qui grince dans les murs, ce sont des pas, sans aucun doute. Il a rien dit à sa femme, mais il a l'impression qu'il doit mener une enquête dans cette chambre. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread de paranormal plutôt. Petit thread paranormal, on n'en sait rien. Voilà, c'est bon, ça c'est toujours pareil, hein, c'est t'y crois pas, vous faites ce que vous voulez. On passe au prochain thread. Kilia pense qu'il est temps de partager son expérience avec des entités paranormales. Il vient du Bengale occidental en Inde. Il vit dans une petite ville près de Kolkata. Mais l'histoire s'est passée dans le village de ses grands-parents, pendant les vacances de 2021. Dans ce village, il y a une vieille légende sur les pichaches, des démons mangeurs d'hommes, un peu comme des ghouls. On raconte qu'ils vivent dans les cimetières et se nourrissent des cadavres de ceux qui n'ont pas vécu une vie juste. Parfois, ils prennent l'apparence d'une belle femme ou d'un enfant en pleurs pour attirer les gens et les dévorer vivants. Tout le monde connaît cette histoire, qu'il a l'entend depuis qu'il est gosse, mais il n'y croit pas trop. Pour lui, les djinns existent, mais ils ne peuvent pas vraiment blesser les humains en temps normal. Un soir, il part voir un spectacle dans un village voisin avec son pote Arman. À la fin du show, il est presque minuit. Ils décident de rentrer. Pour ça, ils doivent traverser un vieux cimetière, l'un des endroits les plus flippants du coin. Ils discutent encore du spectacle jusqu'à ce qu'ils arrivent devant le cimetière. Là, plus un mot. Ils ont déjà pris ce chemin plein de fois, mais jamais aussi tard. Dès qu'ils entrent, ils sentent leur corps devenir lourd. Chaque bruit paraît suspect. Chaque pas semble plus lent que le précédent. Puis, un son faible se fait entendre. Au début, ils n'y prêtent pas trop attention. Mais plus ils avancent, plus ça devient clair. C'est un enfant qui pleure. Bien sûr, il fallait qu'il tombe sur une goule. Kilia a envie de pleurer. Il jette un œil à Arman qui est aussi pétrifié que lui. Mais le pire dans tout ça, c'est que maintenant qu'ils entendent les pleurs, ça veut dire que la chose sait qu'ils sont là. Ils avancent lentement. Et là, ils le voient. Un gosse, même pas 2 ans, assis au bord de la route, en train de pleurer. Il ne s'approche pas. Il ne le regarde même pas directement. Juste passer à côté de lui donne des frissons. Ses yeux s'embuent. Chaque cellule de son corps lui hurle de courir. Il tient bon, mais à peine. Les pleurs deviennent de plus en plus forts, presque insupportables. Kilia a l'impression que ses tympans vont exploser. Puis une fois qu'ils sont à une vingtaine de mètres, plus rien. Silence total. Impossible de résister. Il tourne la tête et plus rien. L'enfant a disparu. Aucun signe de lui. Nulle part. Ils prennent une grande inspiration. Sans son cœur s'alléger. Arman le regarde aussi soulagé que lui. Mais avant qu'il puisse dire un mot, un cri démoniaque retentit.
Il vient du cimetière. C'en est trop, il détale à toute vitesse. Kilia sent qu'il va perdre connaissance, mais il ne s'arrête pas. Il court jusqu'à leur village, où quelques personnes sont assises autour d'un feu, en train de jouer aux cartes. Dès qu'il les voit, il s'écroule. Quand il se réveille, il est chez ses grands-parents. Arman est déjà réveillé et a tout raconté. Kilia confirme tout. Ils ont vu un pichache pour de vrai. Certains les croient, d'autres non. Sa grand-mère lui raconte encore d'autres histoires. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que c'est arrivé. À chaque fois qu'il retourne au village, ils en reparlent. Il se demande ce qui se serait passé s'il avait été seul. Peut-être qu'il ne serait pas là pour raconter cette histoire. Mais une chose est sûre, il ne prendra plus jamais cette route la nuit. Et voilà, une petite histoire de fou sur le folklore. Ça fait trop plaisir d'avoir ce genre d'histoire. J'espère que vous avez kiffé ces threads. Si c'est le cas, vous connaissez, un gros pouce bleu et un abonnement, ça aide énormément. Et si jamais vous en voulez plus, eh bien je vous invite à regarder l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo. Portez-vous bien, tous les petits potes.